99.5 Montréal. C'est le moment de parler de géopolitique mondiale avec notre spécialiste des conflits géopolitiques mondiaux, M. Philippe Labrec. Bonsoir, M. Labrec. Bonsoir. Aujourd'hui, on parle du conflit indo-pakistanais et la potentielle guerre entre ces deux puissances nucléaires. Oui, tout à fait. Les deux pays ont une historique, là, disons, de confrontation et de tension quasi permanente. Mais le 22 avril dernier, une attaque terroriste a pris lieu dans la région du Cachemire, bien connue pour être justement une région contestée entre les deux pays, qui date de la partition en 1947. Là. Les deux pays se disputent cette région et il y a quoi, 26 personnes de tuées, donc 26 victimes, je crois une vingtaine de personnes blessées, 5 assaillants lourdement armés. Ceux-ci étaient motivés par les changements démographiques au sein du Cachemire qui, à leurs yeux, est provoqué par le gouvernement indien. Du côté indien du Cachemire, la région est divisée en termes de contrôle entre le Pakistan et l'Inde. Cette région est traditionnellement, là, depuis très longtemps, à très grande majorité musulmane. Ceci dit, dans les dernières années et décennies, le gouvernement indien aurait favorisé l'établissement de plusieurs Indiens de confession hindoue. Rappelons que l'Inde est quand même divisée en 3 grandes religions, l'islam, l'hindou qui est très majoritaire, et la religion sikh. Et quelques chrétiens aussi, là. Quelques chrétiens, on parle de 20, 30, 40 millions. Sur un pays d'1 milliard quelques, c'est pas énorme. Et donc, les tensions ethno-religieuses sont assez fréquentes en Inde. Donc, tout ça pour dire que l'attentat a eu lieu le 22 avril dernier. L'Inde, le gouvernement indien blâme le gouvernement pakistanais pour être derrière. Donc, les commanditaires de cette attaque par l'entremise de leur service de renseignement, là, le fameux ISI, le Inter-Service Intelligence, qui est assez connu, disons, pour avoir plusieurs tentacules, dans le sens qu'ils ont la main, ils ont une certaine influence dans différents mouvements islamistes notamment et autres, pas seulement au Pakistan, en Inde, mais ailleurs. Ils sont assez compétents, disons-le, dans ce qu'ils font. Et donc, le gouvernement indien accuse le Pakistan d'avoir été derrière l'attentat. De leur côté, les Pakistanais nient tout. Disent que ce n'est pas du tout eux qui sont derrière, que le groupe en question, qui s'appelle le Front de résistance, aurait agi de par lui-même et qui n'aurait aucun lien avec le gouvernement pakistanais. Ce que les Indiens, bien sûr, ne reçoivent pas comme réponse. Et dernièrement, ce qui inquiète, c'est que le ministère de l'Information pakistanais a déclaré publiquement à la télévision pakistanaise qu'il s'attendait à une attaque, d'après les informations qu'on a pu collecter, que, dans les 24 à 36 heures. Et là, ça, je parle ça a été fait ce matin au Canada, ou à peu près, là, ça date de quelques heures. Techniquement, si l'information est véridique, c'est pas de la propagande. Les Pakistanais s'attendent à une attaque militaire dans les 24 à 36 heures. Ce sera une attaque limitée, probablement une offensive, j'ai envie de dire, symbolique, mais je ne crois pas qu'on va prendre un territoire. Je ne crois pas qu'il va y avoir une incursion en territoire pakistanais. Je pense qu'on va peut-être utiliser de l'artillerie, mais je ne crois pas qu'on va faire face à une invasion en bonne et due forme. Mais ceci dit, là, c'est inquiétant parce que, comme vous l'avez mentionné, l'Inde et le Pakistan sont 2 puissances nucléaires. Et c'est surtout 2 puissances nucléaires, si je veux dire, qui sont actives, dans le sens qu'elles se menacent l'une l'autre périodiquement. C'est pas comme avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, qui, depuis la fin de la guerre froide, avaient un peu abandonné les menaces nucléaires l'un envers l'autre. À mon avis, tout le monde est sorti gagnant, mais l'Inde et le Pakistan ont toujours maintenu cette espèce de menace sous-jacente nucléaire l'un envers l'autre. Donc, un conflit comme celui-ci semble s'enflammer. On a l'impression qu'il y a de l'huile sur le feu, qu'on met de l'huile sur le feu. La question nucléaire revient. Même une de ses premières déclarations a été de dire tant aussi longtemps que la survie du Pakistan n'est pas mise en jeu, nous n'utiliserons pas l'arme nucléaire. Mais il est mentionné. C'est une façon indirecte de dire on est bon. La situation est de plus en plus tendue. Là. Et ces 2 pays sont soutenus, ont des alliances aussi. Il y a des alliances qui compliquent les choses un peu. Oui. Grosso modo, le Pakistan est soutenu par la Chine, notamment aux Nations Unies. La Chine joue un peu le rôle du porte-voix du Pakistan très souvent. La Chine a des intérêts économiques importants au Pakistan. D'ailleurs, le chemin de la soie passe par le Pakistan, là, qui est en gros une grande ligne, une série d'installations logistiques que la Chine a mises en place, qui traversent presque toute l'Asie pour principalement transporter des produits chinois et autres. Et ça passe par le Pakistan, ce qui est d'un intérêt stratégique important pour la Chine. Et rappelons que la Chine a toujours eu des confrontations conflictuelles avec l'Inde depuis très longtemps, là, à la frontière commune des 2 pays. Donc, ce n'est pas nécessairement l'amour entre les deux. C'est des rivaux commerciaux. En plus, ceci dit, par contre, la Chine vend de plus en plus de produits dans le marché indien, qui est déjà un des grands marchés de consommation au monde, mais qui est voué à être peut-être un des très, très grands marchés de consommation au monde dans les 10, 20, 30 prochaines années. C'est-à-dire que
les produits produits en Chine, fabriqués en Chine, tôt ou tard, ils vont vouloir se faire vendre en Inde. Donc, la Chine est un peu pris en ce moment entre son appui pour le Pakistan, pour les raisons qu'on a mentionnées, mais de l'autre côté, même s'il y a encore une relation conflictuelle avec l'Inde, le marché de consommation indien devient extrêmement intéressant pour tous les pays, notamment la Chine, qui se doit d'exporter sans arrêt. Elle ne peut pas consommer tout ce qu'elle produit. Donc, il y a cette relation triangulaire, si je peux dire, entre le Pakistan, la Chine et l'Inde. Et on peut rajouter un quatrième pôle à tout ça, c'est les États-Unis. On rappellera que J.D. Vance, le vice-président américain, était en Inde la semaine dernière. Ouais, exactement. Et ça, c'est pas un hasard. Je ne dis pas que c'est coordonné avec les attentats, mais je dis que les États-Unis ont bien compris que la Chine va jouer un rôle pivot dans cette région du monde, surtout dans le contexte de leur confrontation avec la Chine. C'est vraiment parce que c'est une des grandes puissances émergentes, et encore une fois, c'est un marché de consommation important et potentiellement aussi de production. L'Inde produit de plus en plus au niveau manufacturier. Oui. Et donc, les États-Unis veulent bien sûr s'assurer que l'Inde, ça veut dire, se déplace dans leur giron, parce qu'en ce moment, l'Inde fait partie d'un peu de ces pays non alignés. L'Inde, par exemple, fait affaire presque quotidiennement avec les Russes, notamment pour l'équipement militaire, pour du pétrole, malgré la guerre en Ukraine. Pour eux, c'est pas vraiment un problème, en fait. Même qu'à un certain point, on s'est rendu compte que le pétrole russe passait par l'Inde pour être revendu en Europe par la suite, ce qui est un peu bizarre malgré les sanctions. Et l'Inde est quand même prête à faire affaire avec les États-Unis et l'Occident, l'Europe, ou toute autre puissance d'ailleurs. Tout simplement parce que l'Inde gère ses affaires en se disant quel est l'intérêt de l'Inde et peu importe le reste. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour eux. Je veux dire, c'est une façon assez intelligente de gérer ses affaires internationales. Mais ici, tôt ou tard, je crois que l'Inde va devoir choisir un peu. À savoir, les Américains vont vouloir donner tous les incitatifs possibles à l'Inde pour se joindre à leur camp face à ce qui se dessine être un conflit commercial à long terme avec la Chine. Ce serait un gain extraordinaire pour les États-Unis. Parce que géographiquement, c'est un peu comme si la Chine serait entourée. On aurait la Corée du Sud, le Japon comme allié, Taïwan qui est un semi-allié ou du moins un allié non officiel. On aurait à peu près encerclé la Chine, pas tout à fait. Au nord, il y aurait encore la Russie qui est un allié proche de la Chine. Mais tout ça, faut donc comprendre que la Chine et les États-Unis ne sont pas impliqués directement dans ce conflit, mais tôt ou tard, leurs intérêts vont être affectés, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à au minimum une intervention diplomatique de ces pays. Oh, c'est intéressant quand on voit là, que finalement, il y a des alliances et des conflits qui s'entretiennent de façon multipolaire, là, et que même dans ce conflit indo-pakistanais, on a la Chine pas tellement loin et les États-Unis. Vous aviez raison de le souligner. J.D. Vance était en visite en Inde la semaine dernière et c'était pas anodin, là. C'est un symbole fort. Il a été très bien reçu avec sa conjointe. Les 2 enfants étaient là et ça a été de part et d'autre, autant et sa famille a été bien accueillie, autant les Indiens étaient heureux de les recevoir. Et on voit là une alliance porteuse d'un message là, par rapport à tout ce qui se trame, notamment envers la Chine. Oui, rappelons que la femme de J.D. Vance est d'origine indienne, immigrante indienne aux États-Unis. Donc, ça aussi, c'était pas un hasard. Je crois que ce soit J.D. Vance qui aille en premier. Ouais. Et je crois que les États-Unis vont vouloir se rapprocher économiquement et militairement de l'Inde, justement pour sortir l'Inde du giron russe. Pour l'instant, on ne pourrait pas dire que l'Inde est dans le giron chinois, mais pour empêcher que la Chine, tout ou tard, tente d'incorporer la Chine dans une espèce de, j'ai envie de dire, pas d'alliance, mais d'alignement entre la Chine, la Russie et l'Inde, parce que les trois font partie des pays du BRICS. Oui. Ceci dit, encore une fois, ce n'est pas la joie totale entre ces pays-là. Les États-Unis voient une opportunité d'extraire l'Inde de tout ça, ce qui serait une grande victoire pour eux, je crois, géostratégiquement parlant. L'Inde est aussi une puissance très importante nucléaire, notamment maintenant la région. Comment dire, l'Inde est vraiment, bon, c'est assez évident, là, mais la grande puissance après la Chine, si on peut dire. Oui. Tout l'océan Indien est nommé bien sûr pour cette raison, car l'Inde est extrêmement importante. Donc, encore une fois, si les États-Unis ont se capables d'attirer l'Inde dans leur giron, c'est une victoire géostratégique incroyable qui assure une influence américaine par l'entremise de l'Inde dans cette région, potentiellement pendant des décennies, si l'alliance est suffisamment forte et le rapprochement se fait. Ceci dit, par contre, rappelons que Narendra Modi, qui est le premier ministre indien, qui est au pouvoir depuis un certain temps, avec un appui extrêmement fort, il faut rappeler qu'encore l'Inde est quand même une démocratie, grande en termes de population, la plus grande démocratie au monde. Et donc, il est au pouvoir avec un appui populaire extrêmement élevé sur une plateforme de nationalisme hindou.
ce qui ravive les tensions religieuses au sein du pays et ce qui rajoute un peu d'huile sur le feu aussi avec le Pakistan. Rappelons que le Pakistan a été créé lors de la partition en 1947 à partir de ce qui était l'Inde britannique. Donc l'Inde, ce qui est aujourd'hui le Pakistan, faisait partie de l'Inde. Il a été créé pour donner un pays aux Indiens musulmans. Et donc, ça avait créé un mouvement de population absolument énorme. On parle de millions de personnes qui avaient traversé le pays pour se rendre en Inde. C'est pour dire que les relations indo-religieuses sont encore assez tendues dans ce pays. Et le nationalisme hindou de Modi ne passe pas partout dans la région ou dans son propre pays. Et en plus, dans sa relation avec le Pakistan extrêmement tendu. Donc, ça rajoute de la complexité à tout ça. Il faudra voir comment les États-Unis vont jouer la chose pour maintenir, si on peut dire, l'influence dans la région. Une région où la Chine est de plus en plus impliquée. Dans un monde multipolaire ou de plus en plus bipolaire entre la Chine et les États-Unis, toutes les puissances moyennes, tôt ou tard, commencent à être forcées de faire un choix. Là. Oui, est-ce que vous pensez que ça peut s'étendre là et que d'autres pays s'interposent dans ce conflit? C'est une bonne question. Je pourrais imaginer que la Chine demanderait à la Russie de ne plus fournir d'armes et d'armements militaires à l'Inde dans le cas d'un conflit qui prendrait de l'ampleur. Comme je dis, la Chine est plus proche du Pakistan, tandis que militairement parlant, la Russie est plus proche de l'Inde. En fait, il y aura un conflit d'intérêts. C'est impossible que la Chine demande à la Russie de rester de côté, ce qui pousserait l'Inde dans les bras des Américains encore plus, puisque bien sûr, les Américains verraient l'occasion, si je peux dire, d'armer l'Inde contre le Pakistan. Mais il faut rappeler que le Pakistan est quand même aussi proche des États-Unis. Ça peut paraître paradoxal, dans le sens où les Pakistanais semblent être assez proches des Chinois et des Américains. Pendant tous les 20 ans que les États-Unis et l'OTAN ont passé en Afghanistan, qui est un pays limitrophe au Pakistan, les États-Unis ont utilisé le Pakistan comme base logistique partiellement, du moins là, en ce qui a trait à leurs opérations en Afghanistan. La relation des États-Unis et du Pakistan, par contre, avait pris un tournant peut-être négatif, quand on s'est rendu compte que Ben Laden était caché au Pakistan depuis des années et que les États-Unis n'ont jamais vraiment cru le Pakistan quand le Pakistan disait qu'il ne le savait pas. Donc, depuis, les relations sont peut-être plus les meilleures, mais c'est quand même pas deux ennemis, officiellement du moins. Là. Il y a encore des relations assez proches l'un avec l'autre, donc les États-Unis vont devoir naviguer un peu ces deux choses-là. En ce qui a trait aux autres pays dans la région qui seraient impliqués, militairement, j'en doute. Là, je ne crois pas que les Chinois s'impliqueraient directement. Indirectement, probablement, si le conflit s'aggrave, gagne de l'ampleur, puis on commence à avoir des opérations militaires de grande envergure l'un contre l'autre, la Chine serait impliquée, mais pas directement, pas avec des soldats chinois. Je crois que la Chine n'a pas intérêt à s'impliquer directement dans un conflit comme celui-ci. Mais c'est sûr qu'un conflit de grande ampleur entre ces deux pays, en plein cœur de l'Asie, va impliquer tout le monde de façon ou d'une autre. Si ce n'est que commercialement, parce que soudainement, il y a plusieurs routes commerciales qui vont être fermées. Il va sûrement y avoir des déplacements de population massifs si les choses s'aggravent et si les centres urbains commencent à être ciblés. Là, bien sûr, j'extrapole énormément à partir d'un conflit qui reste très, très régional entre les deux pays. Là, donc, les probabilités que tout ça arrive, à mon avis, sont assez minces, mais sont quand même plus élevées qu'elles ne l'étaient il y a très peu de temps. Donc, le Bangladesh pourrait être impliqué tôt ou tard. C'est pas impossible du tout. Est-ce que l'Afghanistan serait impacté d'une façon ou d'une autre? Je ne sais pas, mais ça ne serait pas impossible non plus. Donc, il y a tous ces facteurs à prendre en jeu, et c'est sûr que le transport maritime autour de l'océan Indien, qui est quand même, le Pakistan n'a pas trop accès à l'océan Indien, mais tout de même, ça augmenterait le prix, ou du moins le risque associé avec les transports dans cette région, ça c'est certain. Philippe Labrec, analyste politique et géopolitique et chroniqueur au magazine Les Affaires, merci d'avoir porté notre regard sur cette portion du monde qu'on va surveiller. Je vous retrouve mercredi prochain.